On est le mardi 22 septembre 2015, il est 15 h à Djibouti. Bienvenue sur Télé Djibouti. Bonjour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tenu ce matin la 19e séance du Conseil des ministres. Plusieurs sujets étaient au centre des discussions lors de cette séance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, nous a fait le compte rendu. Écoutons-le. Au palais présidentiel, la 19e séance du Conseil des ministres, plusieurs thèmes, plusieurs sujets étaient au centre de cette séance du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. Tous les membres du gouvernement étaient présents à cette séance du Conseil des ministres. Le ministre des Affaires étrangères, qui est également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, nous a fait un bref compte rendu. Sachez que des textes ont été examinés et approuvés pour le compte du ministère de l'Équipement des Transports, mais également pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et un autre texte était également approuvé pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et enfin, pour le compte du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. A fait un rapport de la 144e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe qui s'est tenue le 13 septembre dernier au Caire. Voici le ministre des Affaires étrangères qui est également porte-parole. Écoutons-le. A tenu sa 19e séance en ce mardi 22 septembre 2015. Était inscrit à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de décret portant mise en place du système d'information géographique de la ville de Djibouti. Le système d'information géographique est un outil cartographique couplé avec une grande base de données pour la gestion d'un territoire. Avec le développement de l'informatique et des outils de géolocalisation, l'utilisation des systèmes d'information est aujourd'hui très répandue dans la gestion urbaine. C'est un outil performant, très utile pour tous les gestionnaires des réseaux, électricité, eau, assainissement, télécom, et qui partagent le même espace géographique. L'utilisation d'un même support cartographique qui intègre toutes les informations quant à la localisation des réseaux, du bâti, de la voirie, par tous les acteurs institutionnels concernés par la gestion de la ville, est le gage d'une meilleure planification urbaine. Dans ce cadre, un système d'information de la ville de Djibouti a été développé par le ministère de l'Équipement et des Transports avec l'appui de la coopération japonaise. Ce système d'information est aujourd'hui disponible. Le présent décret vise à mettre en place un cadre pour l'utilisation de ce système d'information par l'ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion urbaine. La deuxième question est relative à un projet de décret portant additif du décret numéro 2011-21/PR/MEFIP relatif aux indemnités, au logement administratif et aux avantages en nature de certains cadres du ministère de l'Éducation, notamment les directeurs, afin d'améliorer la qualité de notre système éducatif, aussi bien dans son fonctionnement que dans ses résultats, à savoir les apprentissages. Plusieurs actions ont été entreprises dans ce sens. Le présent décret s'inscrit dans cette logique d'amélioration de la qualité en agissant sur un levier important qui est la valorisation des personnels de direction. Il s'agit ici de la motivation des responsables de direction par l'octroi des avantages en nature. Ces avantages ont pour objectif de responsabiliser davantage
et chefs d'établissement qui sont les premiers garants, aussi bien de la sécurité de leur établissement, des enfants qu'ils ont en charge, mais aussi de la qualité des enseignements qui y sont dispensés. L'octroi de ces avantages en nature prend en considération la charge de travail qu'ils assurent et qui pallie la faiblesse des indemnités dont ils bénéficient. Durant cette séance, une série de nominations a été adoptée par le Conseil des ministres pour des responsabilités de l'administration publique. Écoutons à nouveau le porte-parole du gouvernement qui est également le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. La troisième question est relative à un projet de décret portant nomination de la directrice générale de l'Institut supérieur de la santé, Madame Nadira Abdallah Yahya, professionnelle de la santé, avec plus de 30 ans d'expérience, dispose des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer cette nouvelle responsabilité à la tête de l'ISS. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre de la Santé, M. Abdulqadir Yassine Jama, technicien supérieur de classe exceptionnelle du corps de la santé publique, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'industrie. M. Abdourazaq Ahmed Idriss, administrateur civil de deuxième classe 5e échelon, est nommé au poste de conseiller technique du ministre de l'Économie. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination d'une conseillère technique chargée de la communication et la promotion de l'entrepreneuriat auprès du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Madame Madine Saleh Ali, administratrice civile de deuxième classe, premier échelon, du corps de l'administration générale, est nommée conseillère technique du ministre de la Jeunesse. En fin de séance, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait rapport au Conseil de sa participation à la 144e réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères tenue au Caire le 13 septembre 2015. Je vous remercie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier en fin de matinée une visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Royaume de la Thaïlande accrédité à Djibouti. Il s'agit de Pirsaka Chantavara. L'entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur de la primature en présence du secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Mohamed Kamel. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates thaïlandais sur le sol djiboutien. Cette visite a été l'occasion pour le Premier ministre de rappeler que la Thaïlande est l'un des principaux producteurs et exportateurs du riz dans le monde et que Djibouti a un accord de partenariat sur le prix du riz avec ce dernier. Il a également souhaité de renforcer davantage la relation des coopérations bilatérales avec le Royaume du Thaïlande dans divers domaines, notamment l'agriculture, les services, le tourisme et l'éducation, dont la Thaïlande possède une expertise et l'expérience. Il a exprimé le souhait d'une réelle coopération avec les pays asiatiques et les vœux d'un lien économique fructueux entre Djibouti et l'Afrique en général, qui présente un grand marché potentiel pour le développement des affaires qui est le COMESA. Pour sa part, le diplomate thaïlandais a montré un vif intérêt pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et il a exprimé la volonté d'assister la République de Djibouti dans les domaines importants et stratégiques pour son développement. L'entretien s'est terminé par un échange de cadeaux signifiant ainsi la bienvenue à son hôte qui établit une base solide d'une coopération et relations bilatérales entre les deux pays. Toujours en nouvelles du pays. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a donné ce matin le coup d'envoi des distributions de matériel de fonctionnement et d'entretien d'hygiène des écoles. Il s'agit d'un lot important composé de milliers de rames de papier, des craies, d'encre ou encore des photocopies imprimantes et d'autres équipements d'hygiène qui seront remis aux établissements scolaires du pays en quelques jours. Il faut noter également que ces dotations de matériel distribuées chaque année aux écoles répondent aux besoins de fonctionnement et d'entretien des écoles. Il s'agit là d'efforts conséquents consentis par les plus hautes autorités du pays afin de soulager la charge financière au niveau des établissements
établissements scolaires du pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Maouki, a entrepris donc ce matin une visite de supervision et vérifier la qualité et la quantité des matériels scolaires qui doivent être distribués dans les écoles. Le ministre et sa délégation se sont dit réjouis de l'excellente qualité de ces matériels destinés au fonctionnement des écoles et qui contribuera sans nul doute à l'amélioration du travail et du cadre d'apprentissage de nos écoles. Écoutons là-dessus le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. La République de Djibouti. Nous nous réjouissons de l'intérêt croissant que porte notre gouvernement, à sa tête le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il faut savoir que la qualité de l'enseignement ne peut être atteinte que par l'amélioration des conditions de travail de l'élève et des enseignants dans les écoles primaires. Nous aimerions que ce matériel puisse arriver à temps, dès demain, dans les écoles primaires et que les enseignants puissent les utiliser. Nous demandons au directeur d'école de bien utiliser ce matériel, de le distribuer rapidement aux élèves et d'éviter qu'il y ait un gaspillage. Après le matériel des écoles, donc, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a officiellement lancé, en fin de matinée au CRIPEN toujours, l'opération de distribution des manuels scolaires dans les établissements scolaires. Cette opération d'acheminement des matériels vers tous les établissements scolaires, primaires, collèges et secondaires a débuté aujourd'hui dans les établissements de la capitale pour les secondaires et se poursuivra dans l'ensemble des régions de l'intérieur du pays après les fêtes. Il faut également rappeler que tous les manuels scolaires utilisés par les écoliers djiboutiens sont conçus au CRIPEN par des équipes d'enseignants, de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs djiboutiens. Ceci a été possible grâce au savoir-faire et compétences professionnelles en matière d'édition des manuels savamment développés par le CRIPEN depuis 2 décennies. Rappelons également que cette année, l'ensemble des manuels de la classe de la terminale du lycée sont rendus disponibles pour l'usage des élèves afin de bien entamer cette rentrée scolaire 2015-2016. Enfin, grâce à la politique éditoriale du ministère de l'Éducation nationale, la production des manuels au CRIPEN constitue une contribution inestimable au développement économique et social en permettant entre autres au pays d'économiser beaucoup d'argent qui aurait être déboursé pour couvrir nos besoins manuels à l'étranger. Lors de sa visite au CRIPEN pour le lancement de la distribution des manuels, le ministre n'a pas manqué de remercier et de féliciter les concepteurs des manuels et l'ensemble du personnel du CRIPEN qui ont contribué à la réalisation de ces tâches qui ont rendu possible pour les élèves djiboutiens l'utilisation des manuels scolaires contextualité. Monsieur le docteur Jama El-Maouki, les manuels de fin de cycle de secondaire, les manuels de terminale qui seront disponibles donc à partir de demain dans les différents lycées. Ces manuels sont à prix abordable, ce sont des manuels de qualité et ces manuels seront disponibles dans les lycées à partir de demain, Inch'Allah. Une forte délégation conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale Zahra Youssouf Ayad est composée de la chargée des projets de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Les députés de la région de Tadjoura, une autre représentante de la primature, se sont rendus à la région de Tadjoura, à la ville blanche, pour sensibiliser les notables et les femmes leaders de Tadjoura sur le programme national de la solidarité famille et aussi pour participer à la première réunion du plan national de la santé des familles. La délégation conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale a été chaleureusement accueilli par le préfet de la ville blanche, Abdelmalik Mohamed Banaïta, le président du conseil régional et les habitants de Tadjoura. La délégation a participé à une réunion de sensibilisation et d'information sur le programme national de la solidarité familiale. La secrétaire d'État à la solidarité nationale a présenté le programme national de transfert monétaire et les modalités de mise en œuvre du dit programme. Elle a souligné que ce programme, intitulé Programme national de la solidarité familiale, est destiné à améliorer les conditions de vie des ménages pauvres extrêmement en vue de contribuer au renforcement du capital humain et à terme de casser le cycle de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Ce programme vise à distribuer un transfert monétaire et en contrepartie, les bénéficiaires sont tenus de participer aux mesures d'accompagnement.
Il s'agit d'un programme intégré, un vecteur de redistribution des revenus et des ressources en faveur des plus nécessités. Celui-ci s'inscrit dans la vision du président de la République de construire une société plus juste et solidaire. C'est ce qu'a rappelé la secrétaire d'État à la solidarité nationale. Le programme de transfert monétaire est un nouveau concept de lutte contre la pauvreté car il permet de cibler les plus nécessiteux. Il est fondé sur l'approche de co-responsabilité et la complémentarité avec les services de base. Les habitants de la région de Tadjoura ont accueilli favorablement ce programme de soutien aux familles vulnérables et ils ont remercié le chef de l'État et la première dame du pays pour tous leurs efforts louables en matière de lutte contre la pauvreté. La délégation a participé également à la première réunion de travail du comité régional du programme national de la sécurité familiale. Et enfin, elle a profité de l'occasion pour visiter les travaux réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, en l'occurrence la place Corniche, ainsi que la future antenne de l'Union nationale des femmes djiboutiennes dans la région de Tadjoura. Les pèlerins du monde entier ont débuté tôt ce matin le déplacement vers Mouna, qui constitue la première étape des rites du pèlerinage, à bord d'une dizaine de bus qui a fait 2 rotations entre la Mecque et Mina. 880 pèlerins djiboutiens ont rejoint par quelques dizaines de nouveaux pèlerins sont arrivés sains et saufs à Mina durant la journée. Donc, ils vont être logés dans des tentes jusqu'au déplacement vers Arafat, où est prévue l'ultime étape du Hajj. Il s'agit bien sûr de la grande mobilisation sur la montagne de Arafat, avec la participation des millions de pèlerins venus de tous les pays musulmans. Tout le long du déplacement, ils seront accompagnés et encadrés par le comité du Hajj djiboutien qui ne ménage aucun effort pour la réussite du pèlerinage, qui constitue sans nul doute le 5e pilier pour les musulmans en tout entier. Pour faciliter donc le pèlerinage, les prières du midi et de l'après-midi seront réduites à 2 rak'at et tous les pèlerins djiboutiens sont confiants et attendent la grande journée de demain, Inch'Allah. L'Aïd al-Adha, donc, c'est la fête du sacrifice où le musulman doit le faire dans la mesure de ses moyens d'égorger un mouton pour perpétuer la tradition et l'ordre divin donné au prophète Ibrahim alayhi salam. Ainsi comme partout ailleurs, l'une des caractéristiques de l'Aïd pour chaque chef de famille reste donc l'achat d'un mouton. Hamza Mohamed s'est rendu pour nous au parc à bétail pour nous rendre compte de cette bourse aux moutons. En train de négocier. En effet, à l'approche de l'Aïd, le prix d'un mouton s'élève à près de 15 000 francs. C'est ce qui agace notamment ses clients. C'est vraiment impossible que nous puissions acheter les moutons cette année par ces prix. Le prix est vraiment très élevé et trop cher pour nous. Nous ne pouvons pas nous acheter une tête de mouton à 15 000 francs. C'est la folie, s'exprime-t-il. De son côté, les Dilal affirment que c'est un prix raisonnable vu la situation actuelle, la sécheresse qui sévit dans la région. Il n'y a pas de cheptels, ils ont été tous décimés par la sécheresse, dit-il. Le parc à bétail créé dans les années 80 est le seul point de vente autorisé par la préfecture de Djibouti-Ville pour ainsi préserver l'hygiène et la propriété de la capitale. Dans ces parcs à bétail, effectivement, un vétérinaire est mis à la disposition par la Société nationale en charge de la gestion de ces parcs, à savoir SIS, Société Investissement Solidaire. Notre travail consiste à protéger de la population djiboutienne pour qu'elle consomme de la viande saine. Nous analysons tout le bétail qui se trouve ici et si on détecte une tête de mouton malade, nous les écartons de la vente, affirme le vétérinaire. Quels que soient les prix à payer pour les moutons de Eid, une chose est sûre, les Djiboutiens devront se déplacer ici au parc à bétail de Belbela pour s'en procurer. Et pour cause, les autorités préfectoriales anarchique. La Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a lancé officiellement hier soir sa saison sportive au stade Gouled avec un programme d'entraînement de masse. Plus de 150 adeptes ont pris part hier au stade Gouled au lancement de la saison sportive de Kung Fu Wushu. Ce lancement a été marqué par un entraînement de masse avec des leçons techniques de l'expert djiboutien de cette discipline, Sensei Mohamed Ali Omar alias Mao, expert national en Kung Fu Wushu. La cérémonie d'ouverture de la saison de Kung Fu Wushu s'est déroulée en présence
l'absence du président de la fédération, Mohamed Ali Omar Mao, les membres du comité de directeurs s'exprimant à cette occasion, le président de la fédération a salué le bilan positif de la fédération réalisé la saison passée par les dirigeants et les athlètes, et les adeptes même. Mao a également annoncé lors de cette soirée que la fédération va développer de nouvelles perspectives et beaucoup d'opportunités pour renforcer les capacités des moniteurs et des athlètes. Il a mis également l'accent sur les performances des athlètes et dans ce cadre, le président s'est engagé à faire participer les athlètes aux compétitions régionaux et mondiaux. Toujours en nouvelles du pays, à la page nécrologique de cette édition, nous avons appris avec tristesse le décès survenu de feu Alwan Daoud. Le défunt était une importante personnalité respectable et respectée dans le milieu djiboutien. Le défunt Daoud Alwan Daoud est né en 1942 à Tadjoura. Enseignant à l'école de Tadjoura, il est devenu par la suite directeur de l'école. Il fait également le premier président du conseil régional de Tadjoura en 2006 et 2011. À l'annonce de son décès, Hassan Meïké Dagué, chef de village de la ville de Bok, le préfet de Bok, Hassan Dabale Ahmed, et le vice-président du conseil régional de Bok, Kamil Mohamed Mohamed, mais également la ministre de la promotion de la femme et du planning familial, Hassan Barkhad Daoud, adresse également des messages de condoléances à l'annonce de ce décès à la famille du défunt. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale maintenant, la clôture barbelée qui sépare le pays de la Serbie est en cours d'extension en frontière avec la Croatie et la Roumanie. Mais hier, la Hongrie a encore franchi un cap afin de barrer la route aux migrants avec l'adoption et l'usage d'armes non létales contre les migrants. Les explications avec Hussein Aoulet. Le Parlement a décidé de renforcer le pouvoir de la police et de l'armée en autorisant l'usage d'armes non létales à l'encontre des migrants. Cette loi est conforme à la Constitution, estime Stefan Sismiko, ministre hongrois de la Défense. La nouvelle mission des militaires est limitée par le degré gouvernemental à la situation de crise migratoire. Les soldats rempliront leur mission à l'aide de leurs armes, mais ils ne pourront les utiliser qu'en cas de légitime défense et pour la défense de leurs camarades. Et dans tous les autres cas, ils devront avoir recours à d'autres méthodes et d'autres outils. La compagnie nationale de chemin de fer hongrois a suspendu les trains entre son territoire et la Croatie jusqu'à nouvel ordre. En l'espace de 5 jours, près de 30 000 demandeurs d'asile sont arrivés sur le territoire croate. À ces jours, l'Union européenne n'a pas réussi à trouver un compromis pour répartir les réfugiés entre tous les États membres. Actualité outre-Atlantique maintenant, aux États-Unis, Ben Carson persiste et signe. L'un des 16 candidats à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle américaine refuse toutefois de présenter ses excuses après avoir tenu samedi des propos controversés. À la question « Un musulman peut-il être président des États-Unis ?» ce chirurgien à la retraite a répondu « Non, je ne le pense pas. Je ne recommanderais pas de mettre un musulman en charge de cette nation. Je ne serais absolument pas d'accord avec ça. » Pour plus d'explications là-dessus, je vous propose d'écouter Choukri Moussa. Inacceptable pour Nihad Awad, directeur du Conseil des relations américano-islamiques. Ses opinions vont à l'encontre de la Constitution des États-Unis. C'est pour cela que nous demandons aux hommes politiques, à l'opinion publique et aux autres candidats à la présidentielle de rejeter officiellement ces propos. Pour finir, demander le retrait de Ben Carson de la course à la présidentielle parce qu'il n'est apte à diriger ce pays, a-t-il déclaré. Côté démocrate, la favorite pour l'investiture, Hillary Clinton a déclaré, je cite, « Oui, un musulman peut être président des États-Unis d'Amérique ». Nous marquons une courte page de pub juste après le focus de la mi-journée. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. En mode beau gosse, style explosif, je n'arrête jamais mon cinéma. Gilet, 100% blockbuster américain. Doublure cascade, made in Hollywood. J'ai aussi du Nollywood, hein. Chemise 7e art, taillée 16, 9e. Effets spéciaux, imperméables à la critique. Émission lumineuse, divertissement éblouissant pour tous.
Et surtout, n'oubliez pas, mes chers amis, qui est bon zappeur sera toujours à la hauteur. Profitez de l'offre la plus stylée de la télé. Des grands films, des nouvelles séries et des émissions jamais vues sur les chaînes Canal+. Et même le décodeur est en mode irrésistible à seulement 7000 francs. Stylé! Nous parlerons de ce focus sur le pèlerinage, le Hajj, le 5e pilier de l'islam de cette année, Hajj qui a débuté hier bien sûr. Bonjour Nagat pour nous parler dessus. Plus de 2 millions de fidèles donc, sont attendus à la Mecque pour effectuer le Hajj qui a débuté mardi. Le royaume saoudien a mobilisé plus de 100 000 policiers pour assurer la sécurité et du pèlerinage organisé dans un contexte tendu au Moyen-Orient. Qu'en est-il, Nagat? Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édition, Choukri, nous sommes dans la période de Hajj où tous les musulmans effectuent le 5e pilier de l'islam. Donc des centaines de milliers de musulmans en Arabie Saoudite ont commencé hier, aujourd'hui même, à faire mouvement dans la Mecque vers le Valais proche de Mina, où dans le premier jour du Hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde. Plus de 2 millions de fidèles doivent effectuer le Hajj cette année, selon les autorités saoudiennes qui ont été déjà confrontés le 11 septembre à un grave accident, l'effondrement, si vous vous en souvenez, d'un grue sur la grande mosquée de la Mecque, ayant fait 108 morts et 400 blessés dans les pèlerins étrangers. Mais nous n'avons dénombré aucun de nos ressortissants. Voilà. Le royaume a mobilisé plus de 100 000 policiers pour assurer la sécurité du Hajj qui se déroule dans un contexte de violence au Moyen-Orient sur le fond d'une menace djihadiste et de risques liés à une épidémie de coronavirus, MERS. La foule a commencé à se rendre tôt ce matin. À pied, en bus ou en train dans la vallée de Mina, à quelques kilomètres à l'est de la Mecque, où une immense ville de toile a été érigée. C'est un cadeau de Dieu que nous avons de nous avoir choisi pour être ici, dit un musulman se trouvant dans la Mecque, appelé aujourd'hui Tawih. Une première étape de Hajj, de voyer les pèlerins dans les temps anciens abreuver leur monture et faire des prévisions en eau pour rallier le mont Arafat à 10 km dans le sud-ouest de Mina. Le stationnement sur le mont pour une journée de prière prévue mercredi, c'est-à-dire demain. Et le moment fort du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam de tous les fidèles, est supposé accomplir au moins une fois, si les moyens nous le donnent. Les autorités saoudiennes en état d'alerte maximale contre les autorités saoudiennes affirment être en état d'alerte maximale cette année contre les possibles attaques terroristes. L'organisation de l'État islamique ayant commis en mai des opérations suicides contre 2 mosquées chiites à l'est de l'Arabie Saoudite. Toutes les mesures ont été prises pour empêcher les groupes terroristes d'exploiter le Hajj pour commettre des sabotages, a déclaré un porte-parole du gouvernement saoudien. Le Hajj se déroule cette année alors que l'Arabie Saoudite mène d'importantes opérations militaires au Yémen voisin contre les rebelles chiites soutenus par l'Iran. L'autre menace qui plane sur le pèlerinage est le risque d'épidémie de coronavirus, MERS, dont l'Arabie Saoudite est le pays foyer au monde. Riyad a connu ces dernières semaines une complication de cas
de contagion et d'autres ont été recensés à Médine, deuxième ville sainte de l'islam, que fait partie du circuit du pèlerinage. Le ministre saoudien de la Santé Khaled Al-Fatih a souligné qu'aucun cas n'avait été signalé parmi les pèlerins. Quelques 25 000 agents médicaux supplémentaires ont été toutefois déployés au cas où besoin s'en santé. Voilà, je prie. Merci Nagat, que Dieu accepte leur invocation à tous les pèlerins du monde. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition de la mi-journée de ce mardi 22. On aura le plaisir de vous retrouver demain à partir de 11h. Entre-temps, passez une excellente fin de matinée et merci à vous de l'avoir suivi.